Bonjour Monsieur le Ministre, j'espère que vous vous souvenez de moi. J'en profite pour vous présenter mes félicitations et encouragements et la façon dont vous menez, vous entretenez l'opposition à l'intérieur du pays. J'avais une seule et unique question que je pourrais qualifier de question centrale, de préoccupation centrale par rapport au contexte politique. Alors, permettez-moi de précéder cette question par une observation. Alors, le bon sens aurait voulu, avant cette conférence de débat, que vous rencontriez la plateforme née de la diaspora en France, qu'on appelle les Assises nationales de l'État. Alors, j'en viens à ma question. Il y a donc les Assises de Paris, qui est une initiative citoyenne et qui a pris le pari de l'alternance politique ou démocratique en 2016, qui a été réitéré par le rappel récent à l'occasion de 54e anniversaire. Et parallèlement à cela, à cette initiative, à cette option politique, il y a d'autres forces politiques, notamment de l'intérieur du pays, et à l'image de vous, M. Marcel, qui plutôt prenaient l'option d'un dialogue national devant déboucher à une transition politique. Ça a été confirmé dans votre brève exposé. Alors, ma question est la suivante. Quelle est pour vous l'option politique la plus salutaire entre les deux lignes politiques fondamentalement opposées? Merci. Apollinaire Ngolongolo, je suis journaliste. Monsieur Nzon, vous vous définissez comme un opposant. Tout est à votre honneur, monsieur Nzon. Et vous venez de dresser un réquisitoire cinglant contre le système politique de notre pays. Mais monsieur Nzon, vous n'êtes pas un poussin, vous ne sortez pas de l'œuf là, vous venez pas de naître. Vous connaissez ce système parce que vous avez été un lieutenant qui a contribué à la fabrication de ce système politique. À quel moment vous vous rendez compte que le système ne fonctionne plus? Et là, c'est un combat d'arrière-garde. Vous savez que c'est trop tard dans notre pays. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui règle les problèmes dans ce pays-là. Nous sommes dans une situation bloquée à cause de vous aussi, parce que vous avez été l'un de ceux qui ont fabriqué ce système SASU. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Michel Nsango, président de l'association de solidarité aux victimes de guerre du Congo-Brazzaville, qui a déposé plainte en France, à Brazzaville et au TPI. Nous avons voulu vous adresser cette lettre ouverte que je vais lire, qui n'est pas très longue, je vous fais confiance, vous pouvez vous faire confiance, elle est tellement courte. Je vais la lire rapidement, Monsieur le Président. C'est une lettre suite à une demande de soutien du projet d'exhumation et de rapatriement de corps des victimes de guerre du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, à l'occasion de votre conférence débat que vous organisez sur la place de Paris, afin de rencontrer les compatriotes de la diaspora congolaise, pour nous informer de la situation de crise politique qui traverse notre pays. Nous, l'association de solidarité aux victimes de guerre du Congo-Brazzaville, créée et basée en France, profitons de cette belle occasion pour vous informer également que nous sommes constitués partie civile et nous avons déposé une plainte pour génocide, crime contre l'humanité, détournement des biens publics, assassinat et disparition forcée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui a été déclaré la plainte recevable, en attendant qu'un juge soit désigné. Quant au chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, ses proches, certains officiers de la FAC, des forces armées congolaises, les anciens présidents Pascal Lissouba, le général Yomi Pango, la classe politique armée, les anciens dirigeants des partis UMP, ELF et le pays cité. En outre, nous vous rappelons également que vous étiez l'homme politique qui avait dénoncé officiellement ces crimes dans les médias et l'association avait pris acte de ce qui est noté dans la plainte. D'ores et déjà, le mardi 12 août 2014, lors de ce message à la nation, devant les députés, le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, a reconnu ce crime de sang et les larmes des autres qui ont trop coulé dans ce pays. Et nous n'allons plus recommencer, ça suffit ce qu'il a dit. Pour l'association, nous disons que la justice appréciera.
En effet, il a encore 1 minute. En effet, l'association a élaboré des projets portant sur l'exhumation et le rapportement des corps des victimes de toutes les guerres contre les civils et le rapportement de tous les corps des victimes enterrées du côté de la région de Bas-Congo en République démocratique du Congo, afin qu'on puisse leur offrir des sépultures honorables en condition de monuments des morts sur les lieux où sont tombés de feu. Pour amener à bien ce projet, plusieurs chefs d'État ont été informés, entre celui de la France, M. François Hollande, celui des États-Unis, M. Obama, des Nations Unies, M. Macron, ainsi que le président de la République du Congo par le canal de l'ambassade de France. Une délégation d'associations accompagnée des ONG internationales va effectuer dans un prochain avenir une mission d'évaluation au Congo au sujet des victimes. Transmettez le papier au ministre. Monsieur Nzon, bonjour et nos remerciements pour votre rencontre avec les Congolais. J'avais 2 ou 3 questions donc à poser. La première, je vais donc revenir sur Sassou Nguesso, disant que c'était même providentiel. C'est pour ça que nous l'aurons comme chef d'État jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce qu'il y a un opposant providentiel au Congo? C'est une question, ça peut se comprendre. Deuxième chose, vous nous avez parlé du fait de collectiviser nos forces. Collectiviser nos forces. Qu'est-ce que vous faites au niveau de Brazzaville? Non, pas de Brazzaville. Il vous est interdit de partir à l'étranger. Est-ce qu'il vous est interdit de partir à Pointe-Noire, à Lupomo, à Ouando et tout ça? Non, je ne sais pas. Vous me répondrez. Et puis, une dernière question. Est-ce qu'il y a au Congo un problème institutionnel? Est-ce qu'il y a au Congo un problème institutionnel? Ça marche comme ça? Un problème institutionnel. C'est-à-dire que je crois que pour le pays, je vais repartir sur l'exemple du Sénégal, j'ai adulé enfant un monsieur Ouad, pour le nommer, et il est arrivé aux affaires, il a été pire que ceux qui ont été avant lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de voir la chose, c'est-à-dire permettre que celui qui gère les finances du pays ne soit pas obligé de tenir l'armée dans sa main? C'est-à-dire que trouver un autre système et ne pas forcément copier celui de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, etc. Merci infiniment. Et encore mes félicitations pour votre lutte sur place, sur le terrain. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour. Je vous remercie énormément de nous d'avoir donné l'occasion d'avoir une idée sur ce que vous pensez sur votre programme. Alors, vous êtes économiste de formation, donc vous savez bien qu'en économie, il y a ce qu'on appelle les 4 étapes de développement chez Rostow. Comme en politique, les stratégies en politique ici, ils ont une idée. Les choses doivent évoluer par étapes. Alors, vous avez parlé du dialogue national. Mais pour faire un dialogue, il faut être en position de vouloir tirer quelque chose de ce dialogue-là. Ça ne sert à rien. On a eu le dialogue d'Ivo, on a eu le dialogue de Dolisie. Ça n'a rien rapporté. Alors pourquoi je dis ça? Je dis simplement que depuis que vous êtes en politique, en tout cas je ne minimise pas le combat de l'opposition à Brazzaville, mais vous n'êtes pas capable de créer ce rapport de force. Mon frère Lobelo est là. Il sait bien de quoi je parle. Tant que, on a vu, vous avez gagné à Gomoma. On vous a ravi la victoire. Vous vouliez voyager à 4 ou 5 reprises. M. Sassou Nguesso vous a interdit de voyager. Vous avez fait quoi? Rien du tout. Donc ça veut simplement dire que pour Sassou, vous n'êtes rien, vous n'avez pas créé ce rapport de force. Il va faire ce qu'il veut parce que ce rapport de force n'est pas créé. Vous n'êtes pas capable de mobiliser au niveau de Brazzaville. Encore une fois, je le précise, je ne minimise pas votre combat. Mais tant qu'il y a un problème grave qui se pose, un problème de crédibilité, vous faites vos meetings, il n'y aura probablement pas grand monde. Parce que vous n'êtes pas crédible. Excusez-moi, je suis peut-être très très dur. Il faut niveau là. Il faut d'abord il faut avoir une certaine crédibilité pour que la masse vienne. Je vous assure qu'à l'époque de Kolela, je parle de Kolela avant la corruption. Kolela, on ne pouvait pas lui interdire de sortir de Brazzaville. Ces gens, ils partaient à Maya, ils dormaient avec les valises et ses militants, le gars il sortait. Or jusqu'alors, Sassou sait bien qu'il peut vous interdire de voyager. Il a cette capacité et vous de votre côté, il n'y a rien.
Donc ma question que je pose, qu'est-ce que vous ferez là d'ici 2016 pour créer ce rapport de force? Là, Sassou est décidé, il a dit qu'il va modifier, il va changer de constitution. Mais si on part avec ces mêmes paramètres, il le fera. Parce qu'en face, il n'y a rien. D'ailleurs, il est bien qu'à Brazzaville, il n'y a pas d'opposition. Parce qu'il n'y a pas de crédibilité. Parce que jusqu'alors, le rapport de force n'est pas créé. Je le dis encore, monsieur le maire, c'est de quoi je parle. Qu'est-ce que vous ferez d'ici là pour créer ce rapport de force? Voilà la question. Bonjour, monsieur le ministre. Je voulais commencer par faire une petite observation sur les propos que vous avez prononcés. Vous parlez en même temps du respect de la Constitution du 20 janvier 2002. Mais au deuxième moment, vous parlez d'un dialogue national sans exclusif que vous revendiquez à M. Sassou. Est-ce que là, vous n'ouvrez pas une barre de Pandore sur une situation que vous ne pourrez pas contrôler après? Parce qu'en même temps, vous exigez le respect de la Constitution, en même temps, vous dites que vous voulez un dialogue. Donc après, M. Sassou aura le choix de choisir ce qu'il veut, donc il prendra le dialogue et il pourra manipuler les gens comme il veut. C'est ce que je pense. Sur le deuxième aspect, j'ai eu l'occasion de discuter avec un éminent homme politique congolais, professeur Mankassa. Il m'a toujours dit que M. Sassou n'a jamais eu peur des hommes politiques qui ne sont pas capables de mobiliser militairement. Ça, il me l'a dit au moins à 4 reprises. C'est-à-dire que Sassou n'avait peur des gens comme les Kolela, comme les Ntoumi, ceux qui peuvent mobiliser militairement. En 2009, vous avez tenu une conférence débat ici sur la place de Paris. Il y avait les Kimfoucha, il y avait le général Ngolondele. Vous avez dit que les élections ne se tiendront pas s'il n'y a pas les conditions d'élection libres et transparentes. Les élections sont tenues. Là, nous sommes en 2016. Vous dites qu'il n'y aura pas un troisième mandat pour M. Sassou Nguesso. Il va se présenter pour un troisième mandat. Comment vous allez-vous faire si cela se produirait? Parce que je pense qu'on va arriver à cette situation où il va se présenter. Et si vous n'avez pas aucune force militaire, en fait, il n'y a pas cette possibilité, M. Sassou n'aura pas peur de vous, il va se présenter comme il est. Merci. Bonjour M. Nzon, je suis donc Roch Hallyday Kenge Pumba. Par rapport à mon âge, vous voyez bien qu'on ne se connaît pas. J'ai 45 ans, vous avez l'âge de mon père, peut-être un peu plus. Le combat, il est différent. Il est différent. Retenez une chose, vous avez parlé de M. Sassou, moi je ne le connais pas. Je suis diplômé congolais, j'ai travaillé pendant 2 ans à la Cour des comptes du Sénégal, donc je connais bien l'administration sénégalaise. Tout ce que je voulais vous dire, M. Nzon, c'est bien ce que vous faites, sauf que vous cachez l'autre partie. La première, c'est quoi? 1, vous faites partie de la même génération. Tout le combat que vous menez, n'oubliez pas ça, parce qu'il y a des jeunes qui sont derrière vous, vos enfants, nous autres. Nous vous suivons. Nous savons très bien qu'à un moment donné, on arrivera à l'apogée de la conflictualité, vous allez créer ce qu'on appelle l'intérêt d'entente et les autres seront baisés. 1. 2. Votre combat, sans vous le cacher, je suis auditeur financier, je vous ai lu plusieurs fois, je n'ai jamais compris votre combat. Il est personnel avec Sassou, il est politique nationale, ou il est simplement limité à votre ambition. Parce que les gens comme nous, sincèrement, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas politique. Moi je suis associatif. Je milite pour un Congo, ça me fait mal. Je voyage dans le monde, je vois des villes, je vois des pays, j'ai vu le Sénégal émerger, je vous assure, le Congo on est loin, on n'a rien. Donc moi je serais vraiment tenté et motivé de vous entendre parler, n'office que de cet idéal. Qu'est-ce que vous envisagez pour le Congo? Qu'est-ce que vous envisagez? Sassou, ça va finir. Je pense que là, vous êtes bien partis. Il n'y a pas que vous. Ils sont nombreux derrière. Mais qui sont silencieux. Qu'est-ce que vous proposez pour le Congo de demain? Le problème du Congo, vous le savez très bien, le diagnostic, on ne va pas vous le rappeler. Vous le savez très bien, c'est Sassou, c'est l'armée, c'est l'ethnie. Donc l'ethnie revient là-dedans. Monsieur Nzon, le mal du Congo, le rêve du Congo de demain, qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Moi, mon problème, il est là. Le reste, les forces, on va les mobiliser. 2, 3. Vous arrivez à Paris, c'est très gentil, très beau, tout le monde est gentil. Il n'y a personne autour de vous. On connaît des messieurs qui militent ici depuis des années. Des anciens ministres, je ne vais pas citer les noms. Il n'y a personne. Peut-être un oubli ou peut-être un empêchement. Pour terminer, juste vous dire une chose. Vous allez avancer, il y a des gens qui comptent sur vous, mais essayez de mobiliser, comme l'a dit le frère, de mobiliser.
parce que le combat se joue à domicile. Voilà, je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre, une partie de ma question est apparue dans l'intervention de la première personne. Vous avez parlé de l'opposition sur place, vous avez parlé du président Sassou, vous avez parlé de la mobilisation. Et il y a un problème, monsieur le ministre, c'est la population, les populations qui vous observent, qui observent Sassou, qui soutiennent Sassou, et puis qui attendent votre offre politique. Quelle est votre offre politique? C'est vrai que le premier problème aujourd'hui, c'est de résister pour qu'il n'y ait pas changement de constitution. Quelle est votre offre politique? Surtout vous. Alors là, je vous interpelle, parce que je vous connais un peu, je vous interpelle personnellement, tout en vous félicitant. Parce que pour moi, vous êtes un résistant. Vous êtes un résistant. Quels sont les éléments de rupture que vous avez avec le PCT, l'UPRN? Quels sont les éléments qui distinguent l'UPRN dans son projet politique avec le PCT? Cette question, je vous la pose, c'est par rapport aux populations qui sont sur place, qui attendent, qui sont déçues de la classe politique. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Mathias Ndian. Voilà, ma question est toute simple. C'était de savoir, en tant que leader politique, votre fortune s'élève à combien? Votre fortune s'élève à combien? Vous avez une maison en région parisienne qui s'élève à 1 500 000 000. C'est pour la moralisation de la vie politique, mes chers amis. C'est la première. La seconde, votre part de responsabilité au putsch du 5 juin 92, 97, m'excusez, le gaz. Et la troisième, demain vos affaires, qu'est-ce que allez-vous faire? Les trois partis restent comptables des crimes au Congo, le PCT, l'UPADES, le MCDD. Et la quatrième, la dernière, ne vous impatientez pas, M. Matumbo. C'était de savoir, est-ce qu'il y aura un devoir de mémoire au Congo pour épurer la problématique des crimes humains et puis la moralisation, pour la moralisation de la vie politique, les crimes économiques. Est-ce qu'il y aura des poursuites? C'est vrai que vous attendez que je demande d'autres questions, non? Non, non, sur ces questions-là. Ce sont des préalables. Non, non, il n'y a pas de tribalisme. C'est un problème d'intérêt des individus. Après la moralisation des vues politiques sur les origines des richesses des hommes politiques. Vous avez des hommes politiques qui ont 15 milliards, 10 milliards. Sans activité commerciale, je me demande bien où ils prennent leur argent. Donc j'ai commencé par M. Mathias Ndian, qui est devant nous. La prochaine fois, ça sera M. Sassou. Il a une maison en région parisienne. Je suis dans l'immobilier, je suis agent immobilier. Je suis un marchand de biens. Voilà. Monsieur le ministre, juste une question pour vous. Parce que tant qu'à faire se peut, il faut aller à l'essentiel. Nous sommes au fond. On va parler donc de la synergie de l'opposition. Vous avez évoqué le rapport de force. Eh bien, je vous interpelle là-dessus pour que vous puissiez nous établir, un tant soit peu, l'état de vos relations avec d'autres membres de l'opposition au niveau tant local que à l'extérieur. Parce que j'ai eu vent de quelques frictions, pour ainsi dire, entre vous et certains éléments, si ce n'est un ou deux, que je ne citerai pas, au niveau de
diaspora, mais qui sont très actifs en matière, on va dire, l'opposition, voilà, disons les choses ainsi. Voilà, je ne pense pas avoir mis une minute par rapport à mon temps de parole. Je vous en remercie. Bien, merci. Je crois que c'est intéressant qu'on échange. Mais je voudrais commencer par la dernière question là. Je ne sais pas, M. Mpasoko, est-ce qu'il a eu son information. Je n'ai aucune friction avec un membre d'opposition. L'opposition qui est la mienne. Vous savez qu'au Congo, il y a deux oppositions. Il y a ce qu'on appelle l'opposition réelle, à laquelle j'appartiens. C'est l'opposition du collectif du 17. Là-dedans, il n'y a aucune friction. Nous sommes unis, nous menons la bataille. Et pour ratisser large, nous avons initié la naissance du mouvement citoyen qui peut accepter quelques personnes qu'elles soient, même lorsqu'elles viennent du PCT. Elle peut être admise, l'essentiel est d'accord sur trois principes. L'annulation du recensement administratif frauduleux, non au changement de la Constitution, non au troisième mandat de Denis Sassou Nguesso. Si vous êtes d'accord, même si vous êtes membre du politique PCT, si vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez venir au mouvement citoyen. Ici à Paris, mes camarades dont vous parlez, ceux que je connais, n'ont aucune friction avec moi. Et je peux vous dire que nous avons déjà eu deux rencontres. Si vous ne les voyez pas ici, parce que certains d'entre eux sont partis à Brazza. Donc de ce côté, vous n'avez pas... Ne laissez pas libre pour la rumeur de Paris. Vous savez, moi je suis un Parisien aussi, hein, comme vous. Pour avoir dirigé les étudiants congolais ici, je sais ce qui se passe dans Paris. Laissez pas votre cours à la rumeur. D'accord? Bien d'accord avec vous, monsieur le ministre, sauf que votre réponse amène comment une autre question de ma part. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Passy, pas de bien. dialogue. Ceci dit... Cela suppose que l'opposition réelle, elle est de Brazzaville, et à Brazzaville n'est pas sur Paris. Non, c'est ce qu'il a dit. Mais il n'y a pas de parti politique à Paris, s'il vous plaît. Il faut que vous sachiez qu'à Paris, ici, il n'y a pas de parti politique. À Paris, il y a certainement des associations de la diaspora, mais il n'y a pas de parti politique ici. L'opposition réelle, c'est un collectif de partis. Il y a une différence de parti politique association. C'est toute la différence de Paris avec Brazzaville. L'opposition réelle, c'est un regroupement de partis. Ce n'est pas un regroupement d'associations. Ici, il n'y a pas de parti. Et je peux vous rappeler une histoire. En 1972, nous avons eu des problèmes ici avec la Ligue communiste qui nous demandait de former des partis politiques, aller prendre le pouvoir en Afrique. Et nous, de la fin, nous avons dit non. Le parti politique naît dans les conditions concrètes de lutte sur le terrain. Ce n'est pas ici. Donc nous ne faisons pas division. Très souvent on rêve un peu à Paris. Il faut faire extrêmement attention. Alors pour revenir aux questions qui m'ont été posées. Bon, il faut éliminer d'abord un seul truc. Monsieur Dzon, vous êtes un étudiant de Sassou, vous avez participé à la création du système Sassou. Non. Il faut suivre la vie politique au Congo. Lorsque je termine mes études ici, je passe le concours d'entrée à la Banque mondiale. Je suis admis. Et quand je vais à la Banque mondiale, on me dit, monsieur Dzon, vous allez partir à Washington pour 2 ans et après vous serez affecté dans un autre pays. J'ai dit, l'autre pays c'est le Congo. Il dit non. Et alors, annulez mon admission. Je ne peux plus aller à la Banque mondiale. Et je suis allé passer le concours d'entrée à la Banque centrale. Je suis admis et je vais au Cameroun passer 1 an. Après, je rentre au Congo. Mais à l'époque, c'est le système de, comment on appelle ça? Parti unique. C'est le règne du PCT. Et tous ceux qui, comme moi, n'ont pas voulu adhérer au PCT, nous avons fait ce qu'on appelle la politique clandestine. Je peux même vous révéler quelque chose. Nous avons créé un parti clandestin. Les statuts enterrés. Et moi, cadre à la Banque centrale, j'ai fait 9 mois après, on m'affecte à Brazzaville et je viens trouver sur mon bureau une fille d'adhésion au PCT. Vous voyez? J'ai pris la fille d'adhésion, j'ai déchiré, je l'ai jeté sur le bureau de mon grand frère Mwamba Clément. On dit, toi là, c'est toi qui m'as mené ces histoires-là. Tu sais très bien que je ne peux pas adhérer au PCT. Donc je n'ai jamais, l'un des cas congolais qui n'a jamais participé au PCT, c'est moi. J'ai toujours été un opposant au PCT. Donc je n'ai pas participé à la création du système. Le système, ça c'est un système PCT. Mais quand nous sortons de la conférence nationale, il y a une pluralité politique
tous les partis se disent nous sommes prêts à construire la démocratie. Alors nous nous sommes mis à créer des alliances. Mon parti est rentré à partir de la création des FDU. 6 partis ont créé les FDU. Il y a eu les FDU et le président Kolela, avec certains partis, ont créé ce qu'on appelait l'URD. Et nous avons créé l'alliance URD-FDU. C'est en ce moment que je suis parti en exil au Gabon et ensuite en France. J'arrive ici. Nous préparions les élections de juin 1997 au niveau des FDU. À l'époque, le président Sassou est rentré au Congo. Nous sommes restés. Et moi, j'ai appris la guerre comme vous. Vous comprenez? J'ai appris la guerre comme vous. À la fin de la guerre, je suis rentré au Congo. Évidemment, membre de FDU, l'UPRN a proposé ma candidature au gouvernement. J'ai été nommé ministre des Finances. Mais 3 ans après la transition, nous, UPRN, nous avons dit non. Nous avons notre ligne politique. Il faut que nous tirons les leçons de ce que nous faisons et ce que la politique que nous menons cadre avec la ligne politique de l'UPRN. Alors là, nous sommes rentrés en conflit, d'où la dissolution des FDU. Et nous avons décidé de prendre notre indépendance parce que notre ligne politique n'est pas celle qui est suivie. Vous comprenez? Voilà notre divorce. Donc ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais été le lieutenant. Bon, que Konda Alpha dise que je suis son lieutenant, oui, parce qu'il m'a formé à la fin, enfin, mais pas Sassou. J'avais été au PCT. Vous voyez? C'était des partenaires au sein des FDU. Alors, la question sur les assises, que vous devez d'abord rencontrer les assises. Oui, nous avons une rencontre qui était prévue le 10. Quand je suis arrivé ici, j'ai été en contact avec Jean-Luc Maleka, qui m'a proposé une rencontre le 10 août. Le 10 août, il partait aux États-Unis, il dit à son retour, nous nous retrouvons. Mais j'ai appris par d'autres canaux que la rencontre du 10 août a été annulée. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si la rencontre est annulée? Et c'est avec lui que nous avions convenu de cette rencontre d'aujourd'hui-là. On avait arrêté 2 dates, le 10 août, rencontre avec la coordination des assises, et le 24 août, rencontre avec la diaspora. Mais quand il est revenu des États-Unis, il m'a pas fait signe, mais 3 jours avant cette rencontre, il m'a appelé pour me dire, est-ce qu'on peut rencontrer la coordination? J'ai dit, mais écoute, on est déjà à côté du 24, retrouvons-nous simplement le 24, au lieu de multiplier les réunions. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je suis plus d'ailleurs qu'il ne soit pas venu. Je lui ai dit, bon, mais écoute, donc retrouvons le 24, il dit, je viendrai. Il y a donc un dialogue. Hein? Il y a donc un dialogue. Mais bien sûr, pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il n'y ait pas de dialogue? C'est important. Il n'y a pas de dialogue. Hein? Ne lançons pas. Oui. Donc il faut que nous, ce que nous voulons, c'est que tous ceux qui s'opposent à Denis Sassou Nguesso puissent se rassembler. Maintenant, les problèmes de qui sera président, qui sera candidat ici, mais ça c'est une affaire de chaque parti. La pluralité politique suppose la compétition politique. La compétition politique suppose l'application réelle de la démocratie, suppose la liberté de chacun de faire ou de ne pas faire, suppose l'acceptation de la différence. C'est ça qui manque dans notre pays. Bien. Alors, il n'y a pas un opposant, qu'on appelle ça, un opposant providentiel. Non, providentiel. Il n'y a pas d'opposant providentiel. Je l'ai toujours dit dans notre pays. Dès l'instant où les Congolais auraient choisi, j'ai même allé jusqu'à dire, un autochtone pour dire, c'est lui que nous voulons comme président, c'est le choix du peuple congolais. Ce qui ne va pas aujourd'hui chez nous, c'est qu'on regarde, ah celui-là, il est de quelle région, il est de quelle idée. Non. Mais si nous comptons sur ça, nous ne développerons jamais notre pays. Un Congolais est un Congolais. Les différences ethniques ne nous concernent pas. Aucun de nous n'a choisi de naître dans telle région, dans telle ethnie. Ça n'a strictement rien à voir. Nous devons dépasser ça. Si nous voulons que notre pays se développe, dépassons ces clivages.
C'est ça que Sassou n'accepte pas. Nous voulons qu'on en arrive là. Que pour permettre aux initiatives de clore, aux compétences de s'exprimer, il faut qu'on en arrive là, que le Congo en soit le plus grand bénéficiaire. Alors ici, vous avez la chance d'être dans un pays qui a dépassé ces clivages-là. Alors, vous voyez, ici, il y a même... vous voyez, j'ai lu l'autre jour, il disait que Val était un Français d'origine espagnole. Mais alors, il est Premier ministre en France, il travaille pour la France, ça ne marche pas. Mais pourquoi dans notre pays, on ne peut pas accepter l'autre, quel qu'il soit sa réunion, pour dire, ben c'est un Congolais, il travaille pour le Congo, pourquoi? C'est ça qui ne va pas, c'est ça. Nous ne voulons plus de ce Congo-là. Bien. Bon, la lettre ouverte, bien sûr. Merci beaucoup pour la lettre ouverte, là. Moi, j'avais déjà été au courant de cette procédure. Nous avons analysé ça au cours d'une réunion de collectif. Il y a une association qui a porté plein compte des anciens sur l'État et tout ça. Bon, laissons suivre la procédure. Que la justice nous dise exactement où est-ce qu'il en est. Mais nous, vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu la dernière tribune que j'ai publiée le 24 juillet. Voilà. J'ai publié une tribune le 24 juillet dans la semaine africaine, le changement de la constitution au Congo-Brazzaville, un coup de force. Vous voyez, j'ai publié et dans cette tribune, j'ai proposé ce que je viens de vous dire, que nous ne pouvons pas sortir de la crise actuelle en ayant recours à la force. Et j'ai rappelé les drames que les Congolais ont vécus. Les drames de la guerre de 97, qui n'a pas perdu quelqu'un. Les drames de Beach, 353 jeunes ont été massacrés au Beach de Brazzaville et on s'est permis de faire un procès sur 80 personnes et les autres sont partis où? Et je l'ai déclaré publiquement en disant, mais écoutez, quand il y a eu la guerre en Espagne, en Allemagne, on n'a pas jugé l'Allemagne, on a jugé Hitler. Pourquoi chez nous on juge le Congo? Parce que tout le monde a été acquitté et on a fait payer les indemnités par le Congo. Ça veut dire que l'État congolais est coupable. Mais l'État congolais, c'est vous et moi. Et c'est quand nous avons participé au massacre du Beach. Non. On ne peut pas comme ça accuser tout le monde. Il y a bien des responsables, les gens qui ont tué les gens au Beach. Mais ils sont 353. Je l'ai dit publiquement. J'ai demandé, et nous nous disons encore, on vient de le dire, que c'était un faux procès. Tout comme le 4 mars, on vous a dit qu'il y a eu 300 morts, mais il y en a plus que ça. Dans les fosses communes, les gens qui ont été enterrés sur le camp militaire de Pila. Ce qu'on a jeté, les conteneurs, les 2 conteneurs, gros conteneurs de CHU, qui puaient les mousses, c'est les corps. Et ce que les parents savent, c'est qui c'est qui était dedans. Qui a fait le 4 mars? Il y a eu un faux procès. Les vrais responsables existent. J'ai écrit pour demander la mise en place d'une vraie commission d'enquête qui comprendrait toutes les sensibilités avec la participation des experts internationaux pour déterminer les responsabilités et appliquer les sanctions appropriées. Mais on ne m'a pas répondu. On parle du 4 mars. Mais les vrais responsables courent toujours. Nous connaissons, on connaissait l'affaire du, comment on appelle ça, l'affaire du décédé, du théâtre. On a mis la bombe à Brazzaville. Mais dans un pays organisé, quelqu'un peut quitter ailleurs et peut venir mettre une bombe dans un avion. Vous ne vous rendez pas compte ici. Moi, j'ai participé à la messe à la Madeleine de ça avec François Mitterrand, lors de cet accident-là. J'étais à la messe. Parce que j'étais ici à Paris. Je suis allé à la messe. Mais il fallait voir. C'est une catastrophe. Et tout ça, l'entêtement de Sassou veut nous amener encore à ce genre d'événements. Les Congolais ont trop pleuré. Nous ne voulons plus que les Congolais meurent pour la politique. La politique est un combat d'idées. C'est un combat de compétences. Ce n'est pas les armes qu'on prend pour tuer les gens. Alors il y a un frère qui disait, oui mais vous, Sassou va passer parce que lui, vous ne créez pas le rapport de force. Mais justement pour qu'il y ait un rapport de force. Mais mobilisons-nous. Vous qui posez la question, qu'est-ce que vous faites pour vous mobiliser? Ce n'est pas en s'asseyant dans un salon de Paris qu'on se mobilise. Il faut être concrètement sur le terrain pour mobiliser les gens. Vous voyez, avant que je ne vienne ici, moi-même, je ne peux pas quitter Brazzaville. Je ne peux pas quitter Brazzaville. À la fois parce que c'est interdit et pour des raisons de sécurité. Parce que depuis 1999, Sassou n'a qu'une option. Il ne sera content que le jour où il verra le corps de Mathias Nzon
allongés dans un cercueil. Et ils multiplient l'initiative pour ça. Voilà mon problème que je vis tous les jours. Je passe des journées entières assis devant une télévision en train de regarder. Et nous sommes obligés, beaucoup de réunions politiques sont obligés de se faire chez moi parce que M. John ne peut pas se déplacer pour des raisons de sécurité. Mais il n'empêche, le parti, je ne suis pas seul. Nous venons de faire le tour de tout le Congo. Le parti a fait les 12 départements du Congo. Parce que mon parti est implanté dans tous les départements du Congo. Nous avons fait des assemblées générales dans tous les départements du Congo pour mobiliser les gens, leur dire attention. Si ça soit après aux élections locales, pas question. Référendum, pas question, voilà la solution. Et c'est ça le travail que chacun de nous doit faire. Il faut, avant de mobiliser, il faut se mobiliser soi-même. Si soi-même vous n'êtes pas mobilisé, comment voulez-vous aller à mobiliser les autres? Il faut croire à ce qu'on fait. C'est bien. C'est bien, mais chacun de nous doit se mobiliser. Il ne faut pas venir poser la question aux autres, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà la question qu'on doit se poser. Qu'allons-nous faire pour arrêter la marche de Sassou? Ce n'est pas ce que vous allez faire. Quand on dit qu'est-ce que vous allez faire, vous vous expliquez, vous vous mettez à l'écart. C'est qu'est-ce que nous allons faire pour arrêter la marche de Sassou? C'est ça qui est très important. Hein? Je crois que là, je réponds au gars Mario qui dit vous êtes interdit d'aller à l'intérieur. Oui, malheureusement. Et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous 2009. En 2009, après la marche de 15 juillet, Ndengue a fait tirer sur moi. Malheureusement, il y a un jeune qui m'a protégé derrière. C'est lui qui a eu la balle et est tombé. Moi, je n'ai pas eu la balle et mes militaires m'ont soulevé, m'ont projeté dans la voiture. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous en train de pleurer, en train de parler. Et après ça, pendant 2 ans, je ne pouvais pas quitter Brazzaville. Pendant 2 ans. Je suis allé au tribunal, partout. Mais je vous assure, Sassou avait décidé de m'emprisonner. Mais la mobilisation était telle que Sassou ne pouvait pas m'emprisonner. Alors pourquoi vous faites allusion à Bernard Kolela? Oui, nous avons vu Bernard Kolela mobiliser les gens. Mais nous pouvons mobiliser. Vous savez, j'ai quitté un jour Paris, ici, j'arrivais à Brazzaville, de Mayamaya à mon domicile, aucune voiture ne pouvait passer. La mobilisation était telle, Sassou a eu même peur. Au point où, chaque fois que j'ai rentré au Congo, quand il est pour rentrer au Congo, l'aéroport est envahi de policiers, on chasse les gens. Mais non, il lui arrive rien pour revenir à l'aéroport. Maintenant qu'il a envie de faire la guerre, c'est moi qui ai interdit. Et quand je voyais vous rester à la maison, Sassou cherche un prétexte pour déclencher la guerre. Nous ne voulons pas que les Congolais meurent. Vous voulez que les Congolais meurent? Hein? Voilà. Nous ne voulons plus de ça. Donc, il n'y aura pas de dialogue où Sassou va sortir vainqueur pour dire, bon, voilà, je vais au dialogue et je passe. Mais rappelez-vous de 91. 1991, la conférence nationale, c'est un dialogue. Sassou, pour venir nous parler à la conférence, là, je crois qu'il a bu une bouteille de whisky. Il avait des yeux tout rouges à la conférence nationale. Et ce jour-là, on a évité le pire de justesse. Parce qu'il a déjà mobilisé sa force. Il a mobilisé sa force pour dire, bon, dès qu'on programme à déchéance, allez-vous tirer sur la conférence. Et dans la salle, un de nos camarades, effectivement, a préparé une motion pour venir lire la déchéance du président Sassou en pleine conférence nationale. Et comme nous dirigeons la commission politique, on a dit non. Non. On ne veut pas que les gens meurent à la conférence nationale. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu de mort à la conférence nationale. Que c'est bien terminé. Et Monseigneur Kombo a bien fait les choses. Séance de lavement de main et tout ça. Quand on est sorti, vous n'avez pas vu l'état de Sassou? C'était un président heureux. Il fallait être à la conférence nationale pour voir ce qui s'est passé. Nous voulons un dialogue où les idées, les bonnes idées triomphent. Où la cause du peuple triomphe. Mais ça, nous sommes déjà préparés à ça. Nous ne parlons pas pour le plaisir de parler, nous sommes déjà préparés à ça. Pour ce dialogue-là. C'est pour ça qu'il a peur. Vous dites que Sassou va passer. Vous savez depuis combien d'années Sassou a sa constitution peut être en la main? Elle est déjà rédigée. Mais il n'a pas la force de venir la présenter comme ça. Elle est déjà rédigée.
sa fameuse constitution. Mais il n'a aucune force pour venir dire, bon, voilà ma constitution. Il est obligé de passer par les subterfuges et tout ça pour voir quel est le moment propice. Faire venir les mercenaires et tout ça. Mais, travaillons, et c'est l'appel que je vois, non, travaillons-nous, mobilisez-vous ici, parce que la communication est très importante, mobilisez-vous ici. Vous êtes dans un pays qui est contre le changement de population, de constitution au Congo. La France n'est pas d'accord. Mais profitez-en. Qu'est-ce qui prouve ça? C'est un irresponsable qui est devant moi ou bien c'est quelqu'un vraiment de responsable? Il y a des journaux, il y a Internet, il y a des trucs, regardez. Oh, mais il ne faut pas qu'il embrouille les gens. Nous sommes dans une réunion d'hommes responsables, chers amis. Alors soyons sérieux. Ça, je peux vous dire que la France est contre. Mais Obama l'a exprimé clairement à Washington. Vous comprenez? Ils sont contre la modification de constitution, surtout pour attribuer des mandats supplémentaires aux dictateurs. C'est fini. Tant qu'il y aura dictature, il n'y aura pas de progrès. Bien. Alors, chers amis, Poirou, c'est ça, non? Oui. Poirou Aimé, c'est ça, non? C'est bien ça, oui. Bon, avant d'arriver là, je crois que j'ai posé la question de savoir pourquoi le PCT et le PRED ont rompu. Mais oui, je vous ai expliqué, c'est les divergences politiques au sein de l'Alliance. Nous avons demandé qu'on fasse le point, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, et ils n'ont pas voulu. Alors on a cassé les FDU, et nous sommes sortis. Maintenant, quelle est ma fortune? Est-ce que c'est le lieu de parler de ma fortune? Oui, pour la mobilisation. Oh. Pour ça, c'est vrai qui on est. Mais, moi, c'est votre passif. Cher ami. Souffrez, Batango. Oui, pas de... Souffrez. Non, je pense que ce n'est pas le lieu, soyons responsables. Tout le monde au Congo me connaît. Tout le monde sait ce que j'ai fait et ce que je fais. D'accord? Ce n'est pas le moment de dire, et ma maison, j'ai une maison que vous avez évaluée, vous ne savez pas dans quelles conditions je l'ai acquise. Alors ce n'est pas le lieu de venir sur ça. Bien. Mais il faut moraliser la vie politique. Il faut moraliser la vie politique. Nous sommes d'accord avec ça. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez compris, quand j'ai dit que il y a l'argent du Congo qu'on ne voit pas. Il y a l'argent du Congo qu'on ne voit pas. Ce n'est pas normal, il ne faut pas confondre sa poche avec la caisse de l'État. Et pour répondre à partir de ça, ce que les autres ont dit, qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais? Mais en 2009, j'ai publié 2 ouvrages. Un opuscule intitulé Le Congo aujourd'hui et demain. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il a été distribué gratuitement partout. Et de ce petit ouvrage-là, j'ai sorti les 100 propositions pour changer le Congo. Alors ne soyez pas pressés. En ce moment, nous sommes en train de préparer, je reviendrai ici en septembre pour l'imprimer. Hein? C'est le changement du Congo. Ça va sortir, c'est déjà rédigé entièrement, le projet de société pour notre pays. Hein? Que je proposais aux Congolais. Pour changer de cap dans les conditions d'aujourd'hui. Mais la situation n'a pas fondamentalement changé depuis par rapport à 2009. La misère s'est creusée. Ça n'a pas changé notre pays. Donc, la crise au niveau de la santé est la même. Au niveau de l'éducation, la crise est la même. La corruption peut-être s'est élargie, puisque le pays ne parle que d'Ingiri. Maintenant, vous ne pouvez rien obtenir au Congo si vous ne payez pas un franc. C'est dans quel pays on va vivre si on doit continuer comme ça. Ça, c'est des choses, et vous verrez, et à partir, c'est tellement de mois d'octobre. Vous allez lire. Je viendrai le publier ici pour que tout le monde lise encore. Ça sera distribué gratuitement. Je ne vendrai pas. Vous voyez le projet que je propose pour le Congo. Ce n'est pas le chemin d'avenir comme celui qu'on avait écrit. Lorsque j'ai d'ailleurs lu ça, j'ai dit à quelqu'un, ce chemin d'avenir me donne la nausée. Je n'aime pas le lire parce que je vais vomir. Parce que ça se parle en non initié dans ce projet de chemin d'avenir. Parce qu'il ne sait pas, justement. Pour aller moderniser l'industrie, il faut d'abord que l'industrie naisse. S'il n'y a pas d'industrie, on ne peut pas la moderniser. Vous voyez? J'ai dit à mon grand frère Condé à la fois, quand il est venu à Brazza pour la première fois, il est allé visiter une petite ferme avicole sur la rue du Nord. Je lui ai dit, mais comment? Tu n'es pas sérieux?
Comment un chef d'État comme toi qui peut aller visiter un petit Korko à l'échelle du Congo? C'est pas ça le modèle que tu dois prendre comme référence. Elle dit, ah bon? Je dis non. Je n'ose même pas aller regarder ça. Parce que c'est de la rigolade. C'est de n'importe quoi. Vous voyez, on ne peut pas, ici, parler de qu'est-ce que vous proposez au concret. Non, chers amis. Mais la politique, c'est ça. On ne peut pas faire la politique sans proposer. Alors, militons davantage. Nous apprendrons à mieux nous connaître. Et je crois que nous ferons route ensemble. C'est l'appel que je vous lance. Soyons ensemble pour résoudre le problème du Congo. Et après, les compétences vont s'exprimer. Il y a beaucoup de compétents ici. Je vois beaucoup de cadres ici. J'ai des amis que j'ai laissés ici. Voilà mon compagnon. Il est là, toujours. Docteur. Mais il y a trop de maladies au Congo. Les gens meurent pour n'importe quoi. Mais s'il vient au Congo, il va travailler où? J'ai même dit, tous nos médecins sont déclarés incompétents par la faute de l'État. Vous êtes médecin, vous allez dans une structure hospitalière, vous arrivez là-bas, vous avez des mains nues. Est-ce que vous pouvez être compétent? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'essentiel. Oui, monsieur le ministre, c'est très pertinent. Tout à fait, vous avez répondu. Marcel Matingo, Bordeaux. Au-delà des réponses que vous avez données tout à l'heure, j'aimerais revenir sur une de vos affirmations, en tout cas une conception qui vous concerne. Je souhaiterais parler de la démunicipalisation accélérée. Vous avez dit que vous étiez contre. Je pense que c'est une bonne idée. Mais, manifestement, il s'agit de municipalisation accélérée qui devrait être décentralisée. Je complète ma réflexion et je terminerai par la question en disant ceci. Il y a des aspects positifs, mais le système qui est mis en place pour faire en sorte que ces municipalisations accélérées aient lieu n'est pas bon. C'est la raison du changement futur. Ne pensez-vous pas qu'il faille préserver cette idée en l'améliorant dans le cadre du changement futur d'un Congo retrouvé avec une conscience collective associée à la moralisation de notre confrère? Merci. Bonjour à tous et bonjour Monsieur le Ministre. J'ai quelques questions à formuler parce que après votre exposé, vous avez parlé de Sassou qui veut bien vous tuer. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois parce qu'il a toujours tué ses opposants. Je pense que tout le monde se souvient d'Anga et de bien d'autres. Bien, donc, c'est son principe. Hein. Il faut qu'il tue, sinon il ne peut pas vivre. Bien, il en a bien d'autres. Tourou, par exemple, est un cas aujourd'hui qui veut le tuer. Mais depuis très longtemps, M. Sassou, ces derniers temps, en voudrait particulièrement au cadre TIC. Alors, j'aimerais, parce que certains d'entre vous sont en ligne de mire, parce que ces sbires veulent bien liquider ces cadres. J'aimerais savoir quel est aujourd'hui l'état de l'armée congolaise. Parce que pour défendre le peuple, il faudra une force face à M. Sassou qui accumule et qui recrute des mercenaires. Quel est l'état de l'armée congolaise? Est-ce que l'opposition actuelle est-elle capable de mobiliser la population pour faire face? Parce que vous le vouliez ou pas, ou que nous le voulions ou pas, il y aura forcément effusion de sang. Sassou ne partira pas librement, comme il le veut, comme nous le voulons. Il y aura toujours effusion de sang. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de mobiliser le peuple face à ça? Il ne faudrait pas que nous ayons peur de mourir. Il faudrait plutôt, parce qu'il continue à tuer. Vous avez parlé de l'hécatombe. Vous allez à la morgue. Moi, j'étais à la morgue enterrer ma mère. Je vous jure que j'ai eu peur. Et j'ai demandé au directeur de la morgue combien de corps peut-on enterrer par jour. Alors, je vous dis le chiffre qu'il m'a donné. Certains jours, c'est 25, sinon jusqu'à 50. Aujourd'hui, on enterre le samedi. Avant, on n'enterrait pas les gens le samedi. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ça se nous tue avec ses armes, ses mercenaires, mais il a toujours un moyen pour nous tuer.
en nous privant de tous les soins, en nous privant de tout. Donc il faudra arrêter cela et cela. Il faudra bien sûr sacrifier des vies humaines. Est-ce que vous êtes, est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de mobiliser cette opposition, enfin toute la classe politique, y compris la population, le dernier jour de Sassou? Parce que nous avions une arme, nos téléphones. Nous pouvons envoyer tous les messages possibles, mobiliser les gens et même descendre à Brazzaville s'il le faut pour le faire partir de force ou de gré. Même s'il faut marcher sur le lot, on devrait marcher. On en a marre. On n'en peut plus. Voilà, monsieur le ministre. Sachez qu'il y a des Congolais qui sont derrière vous et qui veulent en découdre. Même s'il faut mourir ce jour-là, on va libérer au moins la population future. Merci. Chers amis, j'ai été heureux de vous entendre tous. Mais il y a un problème. Pourquoi vous me demandez qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter Sassou? Et vous dites, qu'est-ce que nous en France nous proposons pour qu'on arrête Sassou? C'est ça que je suis venu entendre. Il ne faut pas dire, bon, qu'est-ce que vous faites pour arrêter Sassou? Moi je suis venu entendre ici, voilà nos propositions pour arrêter Sassou. Et quand je vais rentrer, je vais faire le compte rendu, je vais dire, ah, mes amis, voilà nos amis en France proposent ça. Nous, notre solution est celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, non? Mais venez pas nous dire, ça c'est l'enfantillage ça que nous avons connu dans le temps ici. Qu'est-ce que vous faites pour arrêter Sassou? Non, il ne faut pas faire ça. Je vais revenir sur ça après, parce que l'affaire de 2009, il y a quelqu'un qui a posé la question que vous avez dit là-bas, il n'y aura pas d'élection pour Sassou. Mais il n'en a pas eu. Je ne peux pas vous expliquer en détail. La politique c'est ça. Je ne peux pas vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Attendez. Mais regardez, ça c'est pas fait la politique ça. Nous sommes dans une assemblée. Vous ne savez pas qui est qui ici. Mais voilà, faites la politique. Je vous dis, en 2009, nous avons dit ici, si les conditions ne sont pas réunies, il n'y aura pas d'élection, ni pour nous, ni pour Denis Sassou Nguesso. C'est pas ça? Oui. Et c'est un mot qui a été donné lors des états généraux du Front de l'opposition congolaise. Et c'est lors du meeting de Makelekele que ce mot d'ordre devait être mis en application. Mais l'homme politique s'adapte. Lorsque les conditions de mise en œuvre d'un mode ne sont pas réunies, il change. Et lorsque nous avons vu que les conditions ne sont pas réunies, moi je suis monté au plat pour dire, demander aux Congolais de ne pas aller voter. Il y a eu 95% d'abstention. C'est mauvais ça? Il faut apprécier ça, chers amis. Mais ne prenez pas seulement ce que vous avez dit ici, qu'est-ce qui s'est passé. C'est important. 5% seulement des Congolais qui ont participé aux élections, parmi lesquels il y a des gens qui n'avaient pas suivi notre mot d'ordre. Mais Denis Sassou Nguesso n'a pas eu plus de 27% sur les 5%. Mais oui, oh là là. Bon. Faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir, chers amis. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques congolais qui viennent ici pour s'entretenir avec vous. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Bon, moi je le fais parce que, un peu par histoire. Vous voyez, et moi je considère qu'il y a beaucoup de Congolais qui vivent ici. Il n'est pas normal qu'ils soient toujours tenus à l'écart de ce qui se passe au pays. Voilà ce qui me pousse. Maintenant, pour les États-Unis, chers amis, nous n'avons pas été invités par Obama à aller aux États-Unis. Si quelqu'un vous a dit ça, il ment. Là où vous êtes partis, ce n'est pas une invitation des États-Unis, ce n'est pas une invitation d'Obama. C'est une ONG qui a invité la société civile d'Afrique à aller là-bas aux États-Unis. De l'opposition. Alors, attendez. Non, on ne fait pas. Cette ONG a demandé par l'adresse de Guy Romain Kifosia s'il pouvait obtenir l'adresse de M. Mathias Dzon. Vous entendez bien? Et Guy Kifosia, au cours d'une réunion de commissaire RSM, m'en a parlé et il m'a transféré le message de ce ONG. J'ai demandé à ma secrétaire d'envoyer aussitôt mon adresse mail à cette ONG. J'ai attendu, je n'ai pas eu d'invitation. Et quand je suis venu ici, c'est maintenant, quand je suis venu ici, que j'ai vu dans ma boîte l'invitation de l'ONG. Alors, est-ce que je pouvais partir comme ça?
Oui, c'est que pour aller aux États-Unis, il faut demander un visa, etc., etc. Et je peux, depuis pied levé comme ça, aller aux États-Unis. Mais c'est la seule que je peux vous donner, je n'ai pas une autre. Quelle réponse vous cherchez? C'est ça qui ne va pas chez les Congolais. C'est la seule. Quand vous parlez de transparence, c'est ça. Je vous dis ce qui est. Vous voulez que je dise quoi? Que je vous mente? Bien. Maintenant, et comment vous faites pour opposition modérée, réelle, tout ça? Mais non, je n'ai pas voulu vous donner le langage rébarbatif que nous utilisons. Le mot opposition modérée, c'est le pouvoir qui l'emploie. Parce qu'il y a un certain nombre de partis du centre et autres qui bouffent au râtelier du pouvoir qui se déclarent opposition modérée. Nous, dans notre langage, nous les appelons les affidés du pouvoir. Voilà, le mot est exact. Parce qu'on ne les considère pas comme opposition. Et si nous disons opposition réelle, c'est pour dire qu'il n'y a qu'une seule opposition. L'opposition réelle, ça veut dire que c'est la nôtre. Ceux qui ne mangent pas au râtelier du pouvoir. Vous avez compris la distinction? C'est ça. Donc il faut distinguer le pouvoir de l'opposition modérée. Nous, vous verrez tous nos discours, on parle d'opposition, les affidés du pouvoir. Je ne veux pas vous citer les noms. On ne peut pas recevoir sa rémunération de Sassou et puis demain matin se dire son opposant. C'est impossible. Il y en a beaucoup comme ça. Bon. Ah! Quelle est la responsabilité de FM dans le blocage du pays? Le FM ne fait pas la politique. Quelle responsabilité vous voulez qu'il donne? J'en sais rien. Parlez-moi des hommes politiques. Moi, je suis un homme politique. Mais comment voulez-vous que je sache? Voulez-vous que je sache? Vous êtes maître maçon. Oh là. Mais toi, tu es là, non? Alors, les membres de votre parti ici interviennent toujours pour bloquer. Moi, je vous bloque. Mais en quoi je vous bloque? Il est libre. En quoi je vous bloque? Je n'ai pas participé aux assises ici. Si les membres de mon parti sont partis aux assises, ils ont pris la décision autonome ici, ils n'ont pas demandé l'avis, la direction après l'avis. Ça nous édifie au moins. Mais pourquoi vous dites qu'on vous bloque? On ne bloque pas. Ne faites pas ça, mes frères. C'est comme ça que Paris n'avance pas. Et vous allez toujours piétiner comme ça. Ça n'avance pas ici. On avance au pays. Ça, c'est l'irresponsabilité. Bien. Non, mais laissez ça. Vous savez, l'irresponsabilité de Paris, hein, je connais. Bien. Maintenant, venons-en aux questions que vous avez posées, la deuxième liste. Les municipalisations accélérées. Non, regardez. J'ai dit que c'est mauvais. Je vous ai donné l'exemple d'un... Bon, le département, prenons la Cuvette Ouest. Le département de la Cuvette Ouest a moins de 20 000 habitants. Moins de 20 000 habitants. Je sais pas, c'est entre 12 000 et 16 000. Vous déversez en un an 350 milliards de francs CFA. Moi, en tant qu'économiste, j'ai dit, ce n'est pas possible. La capacité d'absorption, ce n'est pas 350 milliards d'une région. Pour tout investissement, on part toujours des choix. Et le choix repose sur la capacité d'absorption. En un an, en 12 mois, la QVE ne peut pas absorber 350 milliards. Alors, s'il ne peut pas absorber que 350 milliards, mais qui a pris le reste? C'est un système de détournement des fonds. Vous verrez que pendant les municipalisations, les attributaires des marchés sont toujours de la famille régnante. Mais c'est un détournement déguisé. Pourquoi voulez-vous perpétuer un système de détournement? Si vous avez vu le programme que j'ai fait en 2009, je proposais la fin des municipalisations. Et j'ai dit, avec les moyens qu'on a, on peut développer les 12 départements du Congo au même rythme, dans les meilleures conditions, et le résultat sera nettement meilleur que ce qui passe aujourd'hui. J'ai même fait la proposition qu'il faut faire cet investissement
Il y a, bon, les palais de Sachon, qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai même dit que c'est les lieux qu'il allait cacher les fruitiers dans chaque département. Alors, on va les réformer. Qu'est-ce qu'on va faire de ces palais-là? Le président de la République, il a besoin de dormir dans un palais quand il va dans une région. Voilà le problème. Donc c'est un système qu'il faut absolument abolir et mettre en place un système de développement équilibré de l'ensemble de notre pays. Nous avons fait des propositions là-dessus. Nous avons dit, étant donné les capacités d'absorption, il sera alloué, il sera fait une allocation forfaitaire pour chaque département, pour les opérations locales, et l'État interviendra pour les projets de caractère national. Et partout la même chose. Comment voulez-vous? Dans notre pays, il y a 8 municipalisations, on ne peut pas se déplacer d'un district à l'autre. Pourquoi? Mais prenez le pôle, est-ce que vous pouvez aller aisément de Kinkala à Kindamba? On peut aller? Non. Mais alors, mais l'administration visait quoi? Qu'est-ce qu'elle visait? Seulement la parade militaire à Kinkala, et quand on a fait ça, ça ne résout pas les problèmes des habitants du pôle. Donc c'est un système qu'il faut absolument arrêter pour mettre en place un autre schéma de développement harmonieux de notre pays. Et partout, les effets seront les mêmes. Là, il prévoit 2016, je crois, 2015-2016, municipalisation de la Sangha. Et regardez, c'est même ridicule. Mais prenez Brazzaville, non, on a fait une municipalisation de 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu à Brazzaville? Personne n'a été à Brazzaville ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous savez combien d'argent on a perdu là? Certains d'entre vous sont partis certainement sur la Rumboshi. Vous voyez le petit pont de la Rumboshi là? Rien que pour le curé, on a dépensé 200 millions. Vous trouvez ça normal? Donc il faut arrêter l'hémorragie maintenant. Et pas une politique plus harmonieuse, vous verrez que le résultat sera meilleur par rapport aux municipalisations. Ensuite, mais on ne peut pas parler de l'état de l'armée, mais l'armée, vous savez, bon, moi je vous dis comme profane, hein, moi je ne connais pas les problèmes militaires, mais je peux vous dire que depuis que ça soit eu sa milice de Tsambitso, et la milice déguisée qu'on appelle la garde républicaine, là, l'armée a été abandonnée. Ces dernières années, toutes les armes, tout l'équipement que ça soit achète est destiné à la milice et aux mercenaires. L'armée n'a rien. Ce n'est pas une armée. On nomme une petite armée comme ça, il y a combien? Il y a plus de 50 généraux qu'on nomme là-bas. Il n'y a rien, ce n'est pas une armée ça. L'armée a été abandonnée.